Ce podcast est propulsé par Ox B2B, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques. Bonjour et bienvenue au podcast B2B & Go, le podcast qui vous sert à chaque épisode une bonne dose des meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. C'est dans une formule pour emporter que Simon Deschênes et ses invités discutent des meilleures stratégies numériques et tendances de l'industrie, toujours sous le thème de la croissance des ventes. La table est mise pour vous présenter le B2B sous un nouvel angle. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui, on adresse un sujet, je ne sais pas si vous saviez, mais on est dans le mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Donc, pourquoi on aborde un sujet relié à la cybersécurité? Ben, on sait tous que la santé de nos technologies de l'information puis de nos comportements, des comportements des employés au sein des entreprises par rapport à la cybersécurité a un lien direct avec la continuité d'affaires. Et bien entendu, si on subit une cyberattaque parce qu'on n'a pas fait ses devoirs, ben on met un frein à sa propre croissance. Donc aujourd'hui, on aborde le thème de la cyberprévention. Et pour nous en parler, on réinvite Émeline Manson. Émeline, bonjour. Merci, une nouvelle fois, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Merci de venir contribuer. Émeline, tu nous avais parlé la dernière fois, tu nous avais informé sur comment se conformer à la loi 25. Donc aujourd'hui, on a pensé te réinviter parce que c'est super le fun en échangeant ensemble. Tu as écrit les 12 commandements de la cyberprévention. Donc, on a pensé te réinviter. Pourquoi, dans le fond, ça vient s'inscrire dans un podcast qui traite de croissance des ventes? Ben, je pense que le sujet peut être assez large, mais c'est certain que lorsqu'on est atteint, lorsqu'on est visé par des cyberattaques, ça peut paralyser une entreprise. Donc, je pense que c'est le devoir un peu de tous de faire en sorte qu'on protège nos emplois, on protège notre entreprise, puis on s'assure aussi d'une belle croissance. Donc, écoute, aujourd'hui, tu me les as fournis, les 12 commandements, mais je les ai. Donc, je te propose de te les lire puis que tu les commentes. Mais avant toute chose, j'aimerais ça que tu nous parles de toi, tu nous parles un peu de qui tu es et de ton parcours. Avec plaisir, je vais essayer de ne pas me répéter d'il y a quelques mois. Émeline Manson, formatrice en prévention des fraudes et en cybersécurité. Ce qui m'intéresse et ce qui me drive à tous les jours, c'est d'aborder l'aspect humain de la cybersécurité. Je dis souvent que je ne suis pas dans l'aspect technique et technologique. On peut avoir les meilleurs systèmes informatiques en place, mais si notre humain n'est pas sensibilisé, ça nous donne vraiment pas grand-chose. Et c'est un peu le constat que j'ai fait en travaillant dans le domaine bancaire. J'avais plein de clients qui cliquaient à droite, à gauche. Puis j'ai dit, mais je peux pas croire. Pourquoi? On manque d'éducation, il faut faire quelque chose. Donc ça a fait 2 ans maintenant que j'ai commencé à faire des petites capsules vidéo sur YouTube. 1 minute, 2 minutes dans l'optique de sensibiliser un petit peu plus les gens. J'avais zéro pour ambition à ce moment-là de me partir à mon compte, mais je me suis fait prendre à mon propre jeu et me voici aujourd'hui donner de la formation puis profiter de toutes les occasions pour répandre la bonne parole de la cybersécurité. Donc on l'aborde sous le thème religieux ou presque. Donc on commence le premier commandement. Le premier commandement, le support de la direction tu auras. Pour nous mettre en contexte, les 12 commandements, puis je fais une petite blague aussi, mais je sais pas si ça t'arrive, toi, d'avoir une idée à 3 heures du matin, puis là tu dis, il faut que je me lève, parce que sinon je sais que si je l'écris avec les yeux collés, c'est sûr que j'arriverai pas à me relire le lendemain matin. Donc là tu te lèves, puis tu dis, ok, 12 commandements, let's go, on va rédiger ça avec une idée de génie à 3 heures du matin. Voilà. Donc, le contexte est là. Et c'est tu sais, je vois beaucoup d'entreprises, encore dans le contexte, je vois beaucoup d'entreprises donner de la formation ou offrir des petites capsules vidéo en prévention, en cyberprévention, juste dans l'optique de checker une case, de vraiment mettre un check, de dire, OK, c'est bon, on est conforme. Mais, tu sais, je pense que ça implique tellement de nouvelles pratiques, ça implique tellement de gestion du changement, que voilà, c'est un peu l'idée derrière les 12 commandements. Donc la première, veux-tu me la répéter s'il te plaît? Non, il n'y a pas de souci. Je me sens comme un curé aujourd'hui. Le support de la direction, tu auras. Mais je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que déjà en partant, si la direction voit pas l'intérêt, si la direction voit pas le bénéfice, mais la motivation pour les équipes, déjà à la base, j'arriverai jamais à rentrer dans l'entreprise. Si j'arrive pas à convaincre mon dirigeant, déjà c'est un mauvais point de départ. Mais au-delà de ça, c'est de dire
d'avoir l'aval, d'avoir l'accord, d'avoir la motivation du dirigeant va faire en sorte que les équipes vont voir un petit peu plus l'intérêt aussi et vont vouloir, tu sais, il va y avoir moins de résistance, il va y en avoir quand même et on va en reparler de toute façon, mais en tout cas il y a plus d'ouverture quand déjà à la base la direction martèle que oui c'est important. Une chose que je vois de plus en plus, tu vois, dernièrement j'ai animé un petit brain date, puis j'avais un participant qui me disait aujourd'hui c'est pas de la part des employés que ça vient l'intérêt pour la cyberprévention. Et là je l'arrêtais, je dis non, pour vrai moi je le vois dans certaines entreprises, j'arrive à donner de la formation dans certaines entreprises parce que l'employé était sensibilisé, parce que l'employé dit on fait des choses un peu tout croche, je vais en parler à mon boss pour qu'on soit un peu plus sur la même page, un peu plus sur la même longueur d'onde, tout le monde ensemble. Donc c'est pas vrai, ça vient aussi des fois des employés, ce besoin d'avoir de meilleures pratiques. Ça peut être initié par les employés, mais il faut qu'il y ait une volonté de la haute direction. Effectivement, ça peut pas être comme l'indépendance d'un comité social pour organiser une sortie de groupe. Là. C'est pas la même. C'est pas de la même nature, si on s'entend. 100%. Le deuxième, lors des réunions d'équipe, tu interviendras. Celle-là, je la trouvais importante parce que si jamais on veut parler à des équipes, c'est toujours un peu compliqué de rassembler tout le monde à un même moment. Et je me dis que si on veut passer un message, si on veut profiter d'une opportunité, le meilleur moment, c'est lors d'une réunion d'équipe. C'est de dire, les gens sont déjà rassemblés, les gens sont déjà dans un mindset de « OK, il va se passer quelque chose à ce moment-là ». Donc, de pouvoir intervenir lors des réunions d'équipe, ça permet d'éviter justement « Ah, est-ce que vous êtes... Ah non, le jeudi après-midi, telle personne est en télétravail, ça sera pas possible ». Donc, tu sais, de pallier un petit peu cette recherche de moment idéal pour intervenir, pour venir parler aux équipes. Là, ils s'assoient déjà tous autour d'une table ou virtuellement à un moment donné. Donc, intervenons en tant qu'experts à ce moment-là pour plus être optimal, finalement. Pour faire de l'évangélisation au niveau de la cyberprévention. Le troisième, c'est les échanges en direct, tu privilégieras. On sort, ou je ne sais pas si on en est sorti, mais en tout cas, il y a eu le COVID. Et on est partis tous en télétravail, on est partis tous de la maison et on nous a un peu formés beaucoup avec de la capsule vidéo préenregistrée parce que c'était plus pratique, parce qu'on pouvait écouter ça à n'importe quel moment, quand ça nous convenait, on pouvait le réécouter aussi. Et je pense que le format asynchrone, donc le format capsule vidéo, a du plus, mais a aussi un petit peu de moins. Parce que moi, pour avoir travaillé en entreprise, je sais que quand j'avais une vidéo, une formation obligatoire à faire, on voulait un peu la skipper. Tu sais, on l'écoute d'une oreille, on continue de faire nos tâches et on continue la vie finalement. Mais on n'a pas réussi à avoir une réelle motivation envers le contenu. Puis là, moi, je prêche pour ma paroisse qui est la cyberprévention, qui est les bonnes pratiques en ligne, mais on peut voir ça dans n'importe quel autre domaine finalement. Tandis que quand on est ensemble, quand on est en live, en tout cas en format synchrone, là, ça laisse beaucoup plus de place à la formatrice, au formateur, de un peu surfer sur les résistances, d'écouter les résistances, de dire où est-ce que ça bloque, où est-ce que les gens aiment pas ça, que ça change à cette place-là, puis de pouvoir répondre aux questions, de pouvoir répondre aux inquiétudes, aux interrogations. Donc, je trouve que d'être en direct permet beaucoup plus cette notion-là. Ça aura plus d'impact aussi sur le comportement ultérieur, le suite aux formations en cyberprévention pour les employés, j'imagine. Ils vont être plus touchés. Mais oui. C'est sûr que je peux pas être en désaccord avec ça. Des exemples d'hameçonnage réel reçus par l'entreprise, tu présenteras. Alors, l'hameçonnage, qu'est-ce que c'est déjà en partant? C'est un courriel, c'est un message frauduleux qu'on reçoit, t'as l'impression que ça vient d'une institution que tu connais, une institution légitime ou même quelqu'un que tu connais, mais ultimement, c'est pas la vraie personne que tu connais derrière, c'est un fraudeur qui a personnifié l'individu, personnifié l'organisation et qui envoie un courriel dans le but que la personne clique dessus, transmette de l'information, peu importe. Les employés en entreprise pensent que les crimes sur Internet, que la fraude, pensent que c'est très très loin de nous. Et souvent, moi je travaille beaucoup... C'est pour les autres. Exact, ça arrive qu'aux autres. Et travaillant avec beaucoup des petites entreprises, il y a aussi le fait de dire, mais qui va s'intéresser à nous? On est une petite entreprise, et pourquoi quelqu'un viendrait nous cibler? Déjà, en partant, on a deux types d'attaques. Généralement, on a les attaques aléatoires, c'est-à-dire que le fraudeur envoie un courriel at large, envoie un courriel à plein d'utilisateurs, et attendre que le premier poisson y morde, si je peux prendre l'analogie de l'hameçonnage. Je vais te raconter une petite anecdote en lien avec ça tantôt.
Donc, attaques aléatoires, mais on a aussi les attaques ciblées. Et là, les entreprises me reviennent à dire « Pourquoi on serait ciblé ?» Parce que tu as tendance peut-être à sous-estimer la valeur des renseignements que tu collectes, dont tu as à disposition, ou peut-être aussi que tu travailles avec des plus grosses organisations et que tu représentes une porte d'entrée idéale pour arriver chez la plus grosse aussi. La petite anecdote que je veux te partager par rapport aux attaques aléatoires, il y a un peu plus d'1 an, même 2 ans maintenant, on s'est fait cambrioler à la maison. C'est le truc vraiment poche. Personne ne veut vivre ça, personne ne le planifie, mais ça arrive et il faut vivre avec les conséquences. Et bref, 2-3 semaines après le cambriolage, mon chum, Rémi, que j'aime d'amour, mais qui me fait suer, reçoit un courriel. Il reçoit un courriel de Apple disant « Nous avons géolocalisé votre appareil, cliquez ici ». Penses-tu qu'il a cliqué ici ? Oui, il a clairement cliqué ici. Cordonnier mal chaussé. Bref, heureusement, c'était pas grand-chose. Ça l'a renvoyé vers une fausse page d'Apple qui lui demandait de mettre ses identifiants, son mot de passe. Puis là, il s'est rappelé qu'il avait une blonde en cybersécurité, puis il s'est arrêté là, au moins. Mais mon message à ce niveau-là, c'est de dire, est-ce que Rémi est la seule personne qui a reçu ce courriel ? Non, il fait partie d'un ensemble d'internautes qui ont reçu le courriel. Il y a probablement des gens qui l'ont reçu, qui n'ont même pas de Mac. C'est quoi ça par rapport ? Je le flush. Il y a des gens peut-être qui ont un Mac, mais qui ne l'ont pas perdu, ils ne se sont pas fait voler, ils continuent leur vie aussi. Mais il y a Rémi, pour qui ça faisait du sens, le momentum était parfait et idéal. Contexte idéal, il a cliqué. Ouais. Exact. Donc, tu sais, notre commandement qui est des exemples d'hameçonnage réel, vécu, on en reçoit tous des courriels, des messages bizarres. Donc, c'est important aussi de s'adapter à qu'est-ce que reçoit l'entreprise comme courriel frauduleux et d'intégrer ça à la présentation pour que ce soit réel et que ce soit plus proche de nous et plus tangible. Tu sais, j'ai quelqu'un justement, j'élabore beaucoup, hein, mais tu m'arrêtes si je parle trop. Pas du tout. Qui me disait « est-ce qu'en formation, Émilie, tu abordes des exemples réels? » Je suis comme « Oui, j'aborde... fait que tu parles de telle entreprise qui s'est fait hacker, qui a eu... » Je suis comme « Non, je parle pas... » Parce que c'est impersonnel de parler des autres entreprises. Encore une fois, on se sent loin de ce qu'a vécu une autre entreprise versus de parler beaucoup plus, et ça va être un des autres points, mais de choses personnelles, de choses que même nous, en tant qu'individus, on reçoit parfois des textos, des appels, mais c'est beaucoup plus proche de nous, et à ce moment-là, on adhère beaucoup plus aussi. On dit « Ah, c'est vrai, j'avais pas pensé. » C'est raffiné quand même comme attaque. Bon, je pense qu'on vient de le couvrir, mais le 5e, c'était des parallèles avec la vie privée des participants du FERA. Je pense que c'en est un bel exemple que tu viens de donner avec ton copain. C'est important parce que souvent, en formation, je suis en face de personnes qui sont pas nécessairement volontaires d'être en face de moi, qui ont probablement d'autres choses de plus pertinentes à faire pour leur travail que de m'écouter parler de mots de passe et de courriels. Donc, c'est mon travail et c'est important d'aller chercher leur motivation intrinsèque à ce qu'ils m'écoutent. Et généralement, c'est pas en parlant de l'entreprise. Malheureusement, même si on aimerait tellement ça que tout le monde soit en amour avec nos entreprises, c'est pas toujours le cas. Donc, c'est important de faire des liens avec nos vies personnelles. Les gens, je leur dis, les bonnes pratiques qu'on voit aujourd'hui, gardez-les précieusement pour votre vie personnelle. Pensez à vos parents, pensez à vos enfants. Devenez des ambassadeurs de la cybersécurité et c'est en parlant de nos vies personnelles qu'on attrape un peu plus les gens. J'avais un client à un moment donné qui me dit « Emeline, t'as parlé un petit peu trop du côté perso, t'aurais dû parler un peu plus du côté pro. » J'ai dit « Fais confiance au processus, les gens vont beaucoup plus adhérer au changement parce qu'on a parlé des choses personnelles et ça va se transférer vers l'entreprise, c'est sûr et certain. » Ça les touche davantage. Exact. L'idée, c'est d'avoir un impact, qu'on offre une formation à ses employés sur la cyberprévention, pourvu que ça reste, pourvu qu'on retienne. Le 6e, c'est la motivation intrinsèque des équipes, tu chercheras. Ben, c'est un peu ça l'idée. Effectivement, c'est très, très lié de dire la vie va vite et il faut réussir à les accrocher. Sinon, on passe complètement à côté. Sinon, on a juste coché notre petite case, mais... On n'a pas atteint l'objectif. Exact. Parce qu'il faut dire aussi que la formation en cyberprévention fait partie d'un aspect de la conformité aussi, là, au niveau, en tout cas pour, j'en sais quelque chose, pour pouvoir avoir une police de protection contre les cyberattaques, les entre assurances, autres. Ben oui. Donc c'est facile de dire, l'assurance demande, OK, on va mettre ça en place, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas vivant comme tel. Non. Ouais. Difficile de sensibiliser les gens quand c'est pas arrivé. Hein? C'est vrai. Oui, c'est sûr. Le 7e, c'est un langage clair, simple et accessible et imagé, tu l'utilises. Mais tu sais, on commence à se connaître, hein?
Je fais des petites analogies depuis le début, j'essaie de mettre des images dans la tête des gens parce que quand on parle de certains concepts, c'est beaucoup trop abstrait. Exemple, va expliquer un VPN, qu'est-ce que c'est à quelqu'un qui a aucune idée de ce que c'est. Tu peux pas lui dire, ah oui, c'est un tunnel chiffré et puis non, il faut, tu sais, exemple, l'analogie que je prends pour parler d'un VPN, je prends l'exemple de Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, elle tombe dans un tunnel entre le monde réel et le Pays des Merveilles. Ben, ce tunnel-là, il est protégé, il peut rien lui arriver à elle. Et Alice, c'est un petit peu notre donnée. Quand on est entre notre ordinateur et Facebook, ben, Alice au Pays des Merveilles, c'est ma donnée et il peut rien lui arriver, c'est un tunnel. Bref, donc faire des analogies, ça parle, ça laisse des images dans la tête des gens, en prenant aussi des exemples concrets, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais je pense que c'est hyper important. Et la cybersécurité et certains autres domaines aussi ont tendance à garder des mots compliqués, des acronymes. Et tu sais, moi, j'ai eu un conseil vraiment que je suis très reconnaissante de la personne qui me l'a fait au tout début de mon entreprise, qui m'a dit « Emeline, quand tu utilises le mot cybercriminalité, cybersécurité, mon cerveau ne fait même pas la distinction entre les deux. Utilise des mots que je n'ai pas besoin de réfléchir pour comprendre. » Et ce conseil-là a été extraordinaire. C'est là que je me suis rendu compte que, let's go, je vais utiliser le mot fraude. Est-ce que c'est 100% ce que je fais? Non. Mais est-ce que les gens rattachent ça à une émotion? Oui. Donc, il faut mettre des images. Il faut arrêter d'avoir un langage. Tu sais, on veut passer pour des experts, on veut démontrer qu'on a une expertise. Ouais, mais l'objectif numéro 1, c'est que les gens nous comprennent et mettent des images dans leur tête et avoir un certain changement. Donc, c'est important je dis pas que c'est de se rabaisser au niveau des gens. Au contraire, je pense que c'est d'être le plus réaliste et le plus terre-à-terre possible aussi. Encore une fois, toucher d'avoir un maximum d'impact, effectivement. En fait, tu donnes le playbook, comment de bien choisir sa formation en cyberprévention. Ouais, puis il y a peut-être des gens qui vont être motivés de le faire à l'interne aussi. Fait que ça peut être d'avoir cette checklist de ces commandements-là et de dire, OK, à l'interne, on va faire quelque chose pour justement le mois de la cyberprévention, de la prévention de la fraude. Le mois de octobre, c'est le mois de la cybersécurité. Donc, bref, il y a des petits moments dans l'année où est-ce que ça peut être le fun. On peut remettre ça à l'avant-plan comme tel. Oui. Le 8e, la place aux questions et aux résistances, tu laisseras. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, d'avoir, grâce au format synchrone, grâce au format live, de laisser la place aux questions. Moi, je suis quand même quelqu'un qui est très, très à l'aise avec les questions. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Tout se dit, il y a juste une façon de le dire aussi. Et des fois, il faut mettre aussi un espèce de cadre. Parce que des fois, en formation, j'ai des gens qui sont très, très techno et des fois, qui ajoutent un petit grain de sel que je sais que ça va mêler encore plus mes personnes. Donc, de mettre aussi un petit peu le cadre par rapport à ça. Mais c'est important d'écouter les gens. Des fois, on va avoir tendance à tasser. Cette personne-là, on sait qu'elle a de la résistance, que depuis 20 ans, elle met ses mots de passe dans un fichier Excel, puis elle va pas vouloir changer. C'est important de l'écouter. C'est important de l'écouter, de savoir pourquoi, comment on peut faire à ce moment-là. Puis c'est OK qu'on n'y arrive pas du jour au lendemain, mais c'est un processus, par exemple. Donc, oui, c'est le petit point. Évidemment, laisser la place aux gens, mais il y a beaucoup on s'aperçoit que tu parlais de l'exemple du VPN. Tantôt, je serais curieux de poser la question à 10 personnes dans la rue, qu'est-ce que c'est un VPN, puis d'entendre les réponses. On s'imagine que à cause qu'on utilise ces mots-là tous les jours, tous les employés de la compagnie savent la définition juste, puis ont le concept dans leur cerveau, mais c'est pas vrai. Non. Surtout au niveau des technologies, c'est vraiment pas vrai. Le 9e, qui est dans la gestion du changement, les équipes tu accompagneras. C'est une grosse gestion du changement. C'est inconfortable. Prenons l'exemple, rien que quand Facebook change son interface, là, on est tout mêlé. On cherche telle place, c'est rendu où, puis on n'aime pas ça. Généralement, dès que quelque chose change, on n'aime pas ça, c'est normal. Donc, il faut accompagner ces gens-là, de dire, OK, on va adopter un gestionnaire de mots de passe maintenant pour les mots de passe, mais il faut accompagner ton monde là-dedans, sinon c'est sûr qu'ils vont juste le skipper et qui vont pas adhérer à ce nouvel outil-là. Donc, faut accompagner et c'est une grosse gestion du changement. Quand on parle, et j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui sont dans le domaine de la transformation numérique et nos approches sont très semblables parce qu'il faut avoir, les commandements pourraient s'appliquer aussi à leur domaine d'ailleurs, mais c'est important. Je sais que ça n'a pas d'impact quand je dis que c'est important parce que je dis pas pourquoi c'est important, mais avec tout ce qu'on a dit, je pense que les gens voient l'utilité en tout cas.
Ben oui, je pense que c'est de la gestion du changement ce qu'on propose au niveau de la cyberprévention puis de la conformité automatiquement, parce qu'on demande aux gens d'adopter des bonnes pratiques qui ne sont pas toujours les pratiques qu'ils adoptent au quotidien. C'est inconfortable de changer sa façon de faire. Il faut être indulgent envers soi-même. Tu sais, je dis souvent que la sécurité, la cybersécurité, c'est un processus. Vaut mieux changer tranquillement, graduellement ses pratiques. On sera toujours plus en sécurité qu'hier, moins que demain peut-être, mais c'est correct, une étape à la fois. Parce que tu vois, même des fois, j'ai des entreprises, puis je pense que je suis en train de m'auto-spoiler dans la suite des commandements, mais il y a souvent des entreprises qui veulent que je donne 3 heures de formation. Je dis, mais tu vas tuer ton monde. 3 heures, c'est comme, ils vont sortir de là, ils vont faire une overdose de sécurité, puis ils ne voudront plus jamais en entendre parler. Un petit bout à la fois. Autant que je vienne 1 heure sur les 3 prochaines semaines, 3 fois, mais un 3 heures one shot, c'est intense. C'est intense, oui. C'est trop, effectivement. Ton 10e commandement? Les nouveaux employés, des employés temporaires, les stagiaires, les clients et les partenaires, tu n'oublieras pas. On a beaucoup tendance quand on pense formation, à former les gens à l'interne, donc former les employés. Mais je pense que quand on a un partenaire, quand on a un client qui nous envoie peut-être un courriel avec de l'information sensible, c'est notre devoir aussi de le chicaner gentiment aussi et dire la prochaine fois, m'envoie pas ça de cette façon-là parce que c'est pas le plus sécuritaire. Tu sais, de former indirectement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure de devenir des ambassadeurs, parce que il y a des opportunités constamment de marteler positivement cette notion de véhiculer le message. Exactement. Ouais. Et au niveau des stagiaires, tu sais, les stagiaires, on se dit ils sont juste là avec nous pendant 2 mois, 3 mois. Ça vaut pas la peine. Mais non, c'est les personnes probablement les plus vulnérables dans ton entreprise, parce qu'ils vont recevoir un courriel d'un collègue qu'ils connaissent peut-être pas trop. Fait que là, ils se sentent mal, ils se sentent coupables, ils vont cliquer, mais finalement, c'est pas le collègue, c'est un fraudeur qui personnifie. Et bref, donc même les gens temporaires, c'est hyper important de les former, parce qu'ils savent pas nécessairement vers qui se tourner, ils connaissent pas nécessairement les bonnes pratiques. Donc ouais, c'est important de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. J'avoue qu'on a tendance à pondérer l'importance selon le statut permanent ou non. Puis dans le fond, aussitôt qu'il y a une ouverture, aussitôt qu'il y a une brèche, tout le monde est à risque. Oui, donc, 100%. Tout à fait. 11e commandement, pour éviter les overdoses de sécurité par petites bouchées, tu iras. 100%, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un 3 heures one shot, ça fait pas de sens. Un petit morceau et un petit peu à chaque fois. Puis même, tu sais, parce que moi, ultimement, ce que je souhaite aux entreprises, c'est pas de me faire venir donner une formation, puis comme on dit, check, c'est bon, on est bon pour les 10 prochaines années. Non, c'est une gestion du changement. Donc peut-être à chaque 6 mois, à chaque 12 mois, c'est important d'en reparler. Mais entre-temps, rien n'empêche de refaire, tu sais, de partager une petite capsule vidéo ou un article qu'on a vu à un moment donné et de reparler en réunion d'équipe. Renforcer à ce moment-là. Exact. Ouais. Donc, une fois qu'il y a eu une présence en direct aussi, d'utiliser la vidéo pour faire avancer un peu plus loin 100%. Jusqu'à la prochaine rencontre. C'est une bonne méthode, effectivement. Méthode hybride. Dernier commandement. Des ambassadeurs, tu formeras. Je pense que ça conclut et ça illustre l'ensemble de ce que je veux faire, de ce que je veux créer, en tout cas du mouvement que je veux créer, de dire soyons des ambassadeurs à la fois pour nous, pour éviter nous-mêmes qu'on soit victime de quelque chose, pour les autres, pour notre entourage. Et souvent, en entreprise, mes dirigeants me disent « Émilie, on va former juste les gens qui sont poches. » Je comprends ta motivation à vouloir faire ça, mais d'un autre côté, les gens qui sont bons ne savent peut-être pas qu'ils sont bons. Donc, c'est important de les former aussi pour qu'ils disent « Ah, je fais ça de cette façon-là, puis je savais pas que c'était une bonne affaire. » Ben, là, tu viens de créer un ambassadeur. Tu viens de créer quelqu'un qui est solide et qui sait que les choses qu'il ou elle fait sont bonnes et va devenir un ambassadeur, va devenir... Tu sais, c'est un peu comme en entreprise, on a toujours une personne qui est vraiment bonne avec Excel. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'en entreprise, il y ait quelqu'un qui soit vraiment bon avec la cybersécurité, que ce soit notre référence. C'est-à-dire, quand on a quelque chose qu'on n'est pas sûr, un message qu'on a reçu, qu'on ait des ambassadeurs autour de nous pour venir nous aider. Exact. Puis effectivement, je pense qu'on le voit aussi dans ce type de formation-là. Comme tu disais, on voit trop ça comme un check. Puis malheureusement, c'est lorsqu'on qu'on en subit une, qu'on se dit j'aurais dû. La façon de faire vivre ça et de pas juste avoir une formation par année, c'est que ça soit porté par quelqu'un à l'interne, par plusieurs quelqu'un idéalement même. Je pense que c'est une bonne chose. Ouais. En fait, à part de me transformer en curé pendant l'espace de 20 minutes, je te remercie beaucoup, Émilie. C'était vraiment, vraiment super. Je pense que c'était un bon guide, comme je disais plus tôt,
pour aider on peut choisir sa formation, choisir aussi dans quel cadre on va la donner, parce que en tant qu'entreprise, on peut aussi demander certaines choses pour que ça vive par la suite. Et pas juste faire un petit checkmark dans une petite boîte. Mais je vais retenir ce que tu dis, l'expression tu dis de faire vivre la formation, de faire vivre le contenu. Ça me touche vraiment beaucoup et je trouve que ça résume bien ce que je voulais traduire avec ces commandements-là, de faire vivre après coup. C'est pas un one-shot deal, mais que ça reste. Comme ça qu'on a des meilleures chances de ne pas être victime de fraude au final. 100%. Un gros merci de ta contribution encore une fois. Merci. Plaisir. Très contente. Merci. C'est ce qui met fin à un autre épisode de B2B & Go. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au oxb2b.com/podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode, en plus de recevoir l'aide-mémoire préparée par notre équipe. Vous trouverez dans celle-ci un résumé des sujets abordés aujourd'hui, en plus de stratégies pour donner un boost de caféine à votre développement d'affaires B2B. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt! Le podcast que vous venez d'écouter est propulsé par OxB2B, une firme spécialisée dans le développement d'affaires numériques.